Alors bonjour tout le monde pour cette nouvelle vidéo sur entraîner votre cerveau. Aujourd'hui, pour cette partie 3 du classification binaire par réseau de neurones, on va voir comment résoudre le problème de linéarité qu'on a déjà vu ensemble dans la partie 2. La dataset utilisée est la même qu'on a vu ensemble dans la partie 1. Je vous conseille de revoir les deux parties si vous ne l'avez pas vu encore. Et sans plus tarder, commençons. Alors avant de commencer le cours, donc on va juste faire une petite révision à propos des deux cours précédents. Donc ensemble, on a vu déjà comment générer la dataset en utilisant scikit-learn. On a généré cette dataset qui est représentée par deux cercles. On a un cercle bleu et un cercle rouge. Notre dataset est composé des points coordonnés x et y de chaque point de cette dataset et aussi des étiquettes à l'appartenance au cercle numéro 0 ou bien au cercle numéro 1. Donc ici, on a commencé à organiser nos datasets, on les a traduits en panda, puis on les a reprintés pour les revoir. Mais après ça, on a converti nos datasets parce qu'ils étaient de type NumPy et PyTorch utilise les types tenseur. Donc j'ai déjà une vidéo précédente qui contient vraiment tout sur les tenseurs vu que c'est la base de PyTorch. Après ça, on a commencé à construire notre modèle. Donc notre modèle est représenté par deux layers linéaires. Le premier layer, les in-features sont les coordonnées x, y de nos datasets qui est le nombre 2. Le out-features, les in-features doivent être égaux, ici c'est 5. Et le out-features est 1 qui va représenter l'étiquette 0, soit 1, tout simplement parce qu'on est en train de faire une binary classification. Ça veut dire qu'on a juste une classification binaire. Donc on a soit 0, soit 1, et c'est le cas dans notre étiquette. Maintenant, on continue. Après ça, on a vu une deuxième méthode qui est NN séquentielle pour bâtir notre modèle. Ça donne exactement les résultats. Il y a juste les poids qui sont différents, tout simplement parce que ils sont initialisés d'une façon random. Donc après ça, on a fait quelques prédictions et on est passé à la configuration de la fonction de perte et de loss function et de l'optimizer. Ici, on a défini la fonction accuracy ou bien une fonction de justesse pour savoir à quel point notre modèle a bien prédit ses prédictions ou bien nos datasets. Après, on a vu les différents passages entre les logits bruts, les logits bruts de notre modèle à une probabilité, puis à une étiquette en utilisant la fonction semoid. Et finalement, on a construit notre modèle et on a vu que l'accuracy est de 50%. Ça veut dire qu'à chaque fois, notre modèle réussit uniquement à prédire effectivement les datasets justes d'une manière, ou bien d'une manière de 50% seulement. Pourquoi on n'a pas atteint plus de 50%? Pourquoi on est coincé à 50%? Ben, tout simplement, comme on l'a déjà dit, parce que on a des layers linéaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre modèle essaie de séparer ces deux cercles d'une façon linéaire en utilisant uniquement des lignes. Et bien sûr, ça va pas être le cas. Par exemple, si on prend la dataset du cercle qui est en bleu, si on essaie de les séparer en utilisant une ligne, ben on se retrouve que on va juste réussir à prédire que uniquement 50% de ces datasets sont ou bien appartiennent au cercle numéro 0, mais les autres appartiennent au cercle numéro 1, qui n'est pas le cas. Donc, on a une justesse de 50%. On va régler ce problème dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors juste une petite remarque avant de commencer, c'est par rapport à la boucle d'entraînement. Alors ici, la dernière fois, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait dans la loss function, bien dans la fonction de perte, y-terrain, la première, et y-logits ici. Et non, en fait, normalement c'est le contraire, comme on voit ici. Donc normalement c'est y-logits et y-terrain. Même si les résultats paraissent les mêmes, on a toujours une accuracy ou bien une justesse de 50%, mais ça va poser de problème après, d'accord? Parce que déjà la fonction de perte, loss function qu'on est en train d'utiliser, est déjà entraînée ou bien construite pour computer les y-logits premiers et y-terrain, ben tout simplement parce que ici on est en train d'utiliser binary classification with logits. Ça veut dire qu'elle prend les logits, elle les transforme en probabilité avec la fonction simoid ou bien des fonctions plus stables à l'intérieur d'elle-même. Donc c'est pas comme les fonctions ou bien les fonctions de perte de régression qui prennent directement, ou bien qui ne prennent pas en considération qui est le premier, qui est le deuxième, d'accord? Mais ici, elle prend en considération qui est le premier, qui est le deuxième, tout simplement parce que ces y-logits, ben, elle va les transformer en probabilité, puis en binaire, en utilisant le round, comme on l'a déjà vu précédemment.
Maintenant, en utilisant ce résultat, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va visualiser tout ce que je viens de dire à propos que notre modèle est linéaire et c'est à cause de cette linéarité qu'on a une justesse toujours de 50% et qu'elle n'augmente jamais, n'augmentera déjà jamais. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, la première des choses, vous allez entrer vers mon GitHub, dans mon GitHub, donc donc voici la page principale que vous avez trouvée. Vous allez dans PyTorch Deep Learning, je vais vous laisser le lien bien sûr dans la description, et vous allez vers le helper function. Donc ici dans le helper function, vous trouvez helperfunction.py. Ce fichier contient toutes les fonctions nécessaires, ou bien je dirais pas nécessaire, optionnel, mais très utile pour nos codes. Tout ce qu'on a à faire, donc, c'est de le télécharger. Comment ça? Ben, on va cliquer sur Raw. Cette fenêtre va s'afficher. On va copier-coller le lien de cette page. Et puis, on va venir ici. On va écrire donc c'est point d'exclamation wget. Puis, on va copier-coller le lien qu'on vient d'avoir. Contrôle-Entrée. Et effectivement, donc le fichier vient d'être téléchargé. Donc on peut le confirmer ici. Ah, pardon, donc j'avais déjà le fichier. Donc voilà, le fichier c'est téléchargé sans problème. Après ça, on va utiliser la fonction from helper function import de cette. On va utiliser la fonction. Attends, on va la voir ensemble. Donc la fonction, voilà, la fonction plot decision boundaries. Donc cette fonction est très utile pour visualiser les boundaries de notre modèle, ou bien en d'autres mots, les frontières de notre modèle, pour voir comment il est en train de classifier notre dataset. Donc from helper function import donc plot decision boundary, voilà. On va aussi importer plot predictions. Donc, plot prediction, on l'a déjà utilisé ensemble dans dans la régression, voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va utiliser plot decision boundary pour plotter les frontières que notre modèle dessine entre les datasets. Donc, on va voir tout ça. Donc, plt.fig. D'abord, on va déterminer le size de notre figure. Donc, généralement, je prends 12, 6. Voilà. Après ça, on a quoi? Donc, on a plt. Pardon. C'est plt.subplot. On va ouvrir les parenthèses. Donc, ici, donc, ça sera 1, 2, 1. Après ça, qu'est-ce qu'on a? Donc, plt.title. Alors, la première figure est pour les training, pour les datasets d'entraînement. Après ça, on va utiliser la fonction, donc, plot decision boundary. Voilà. On ouvre les parenthèses et donc qu'est-ce qu'on a? Donc la première des choses, c'est d'entrer dans notre modèle. La deuxième est d'entrer la dataset d'entraînement. Donc on a les X d'entraînement et les étiquettes Y d'entraînement. Voilà. Après ça, on va plotter le deuxième subfigure. Donc plot figure. Notre fig size sera aussi égal à, pardon, donc ici c'est égal à 12,6. Voilà. Après ça, donc, oh, pardon, donc on a déjà écrit ici, plot figure, c'est pour toute la figure, d'accord? C'est la dimension de toute la figure, donc on va pas le répéter. Donc directement, on va passer au plot subplot, donc la deuxième qui sera 1, 2 et l'index numéro 2. Qu'est-ce qu'on a après ça? Donc, on a le title de la deuxième figure qui sera celui du test. Et finalement, on va utiliser plot decision boundary. On va ouvrir les mots de parenthèse. Donc, ça sera modèle 0. Et cette fois-ci, la dataset qu'on va utiliser, c'est xtest et ytest. Voilà, contrôle-entrée. Et voilà, donc on peut clairement voir que notre modèle est en train de classifier, effectivement. Donc ici, qu'est-ce qu'il a fait? Ça, c'est pour les datasets d'entraînement. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc il l'a divisé en deux.
Dans cette partie, on a les datasets qui appartiennent au cercle bleu. Et ici, c'est les datasets qui appartiennent au cercle rouge. La même chose pour les datasets d'entraînement. Donc, on peut clairement voir que, ouais, effectivement, la moitié des datasets bleus appartiennent donc il a prédit d'une manière juste cette moitié uniquement, effectivement, elle appartient au cercle au cercle bleu, mais cette moitié ici, ben, en fait, il a totalement foiré, il n'appartient pas du tout au cercle rouge. Et c'est la même chose pour le cercle rouge. Donc ici, il a prédit d'une manière juste tous les datasets, bien la moitié de ces datasets qui appartiennent au dataset, bien au cercle rouge. Mais ici, il a encore foiré ces datasets car il appartient tous, selon notre modèle, euh, au cercle bleu. Donc, comment régler tout ça? Ben, tout simplement, on doit régler la non-linéarité qu'on a déjà vu ensemble dans notre modèle. Donc, oui, le voilà. Donc, ici, on a des non-linéarités. Comment on va faire ça? Donc, c'est ça la question qui se pose. Alors, comment on va résoudre ce problème en utilisant les fonctions d'activation? D'abord, c'est quoi les fonctions d'activation? Les fonctions d'activation vont nous permettre de passer de ça, de ce type de classification à ça. Et on peut clairement voir qu'ici, ben, par rapport à ça, il a fait des prédictions encore meilleures que celle-ci. Et oui, il est en train d'essayer d'en tirer plus ou bien de classifier les points bleus ensemble d'une manière juste et les points rouges ou bien le cercle rouge seul. Donc ici, les fonctions d'activation, qu'est-ce qu'ils ont fait à notre réseau de neurones? Ben, ils ont introduit des non-linéarités. Et c'est ça le charme des fonctions d'activation. Donc, comment ils ont introduit ces non-linéarités qui nous permettent de extraire les relations complexes entre les datasets? Ben, on a notre réseau de neurones linéaires, comme d'habitude, qui est composé des poids et des bias. Donc, ces poids et des bias vont être introduits dans une fonction, comme ça, qui s'appelle la fonction d'activation. Et ça, c'est le output de notre neurone. Le f ou bien la fonction d'activation peut être une des fonctions suivantes. Donc, le Simon, on l'a déjà vu ensemble. Et celle la plus utilisée est le ReLU. Le ReLU, ben, c'est une fonction max 0x ben, qui va prendre 0 comme si la dataset, le x, le input est négatif, ou bien si le x est positif, ben, ça sera une droite. Donc voici le graphe du ReLU. Donc comme on a déjà expliqué, les parties négatives sont égales à 0 et pour la partie positive, ben, c'est égal à une droite x. Donc voici la fonction mathématique et maintenant on va traduire tout ça en code. Donc comment ça? Ben, d'abord on va construire un modèle qui contient cette fonction ReLU, donc qui va capter les interactions non linéaires. Donc on va définir classe model bien voilà, circle model v2. Ouvrir les parenthèses, on va écrire nn.module. Deux points. Maintenant, on va sauter la ligne. Donc, on va commencer par def init. Pardon, donc c'est init. Ouvrir les parenthèses self. Deux points. Donc, maintenant, on a super. Ouvrir les parenthèses. Point. Init. Comme déjà expliqué auparavant, pour tous ceux qui veulent savoir qu'est-ce que je suis en train de faire, bah, soit ils reviennent ma première vidéo sur les tenseurs, soit ils voient les cours sur la programmation orientée objet. Euh, donc, d'abord, on va déclarer les layers. Donc, on a self layer 1 est égal. Donc, le premier layer sera un layer linéaire. Donc, linéaire. In features est égal aux coordonnées x, y de nos datasets. Donc, c'est 2. Et les out features, dans notre cas, donc, on va le prendre égal à 10. On va augmenter un peu le nombre de neurones. La même chose pour self layer 2. Bon, cette fois-ci, on va faire un layer caché. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que ça sera pas le dernier layer du output, comme on a déjà fait précédemment. Donc, le in feature sera égal au out features des réseaux précédents. Donc, ça sera égal à 10. Et le out features, dans notre cas, on va donc ajouter, comme on vient de dire une couche cachée de neurones. Donc, ça sera, le out feature sera aussi, donc c'est le nombre qu'on peut choisir, 9, 5, 8. Donc, dans notre cas, on va prendre encore 10. Et finalement, on va prendre le dernier layer qui sera self.layer3. Ce layer, bon, comme toujours, le anon
pardon, anan dot linear. Donc ici, on va ouvrir les parenthèses. Donc les in features, comme toujours, sont les out features du réseau précédent. Donc c'est 10 in features. Donc c'est égal à 10. Et les out features, dans notre cas, donc c'est égal à notre prédiction qu'on est dans la classification binaire. Donc soit il appartient au cercle ou pas. Donc c'est égal à 1, soit 0, soit 1. Donc maintenant, on va définir le forwarding, donc def forward. Donc cette fonction va prendre quoi? Donc elle va prendre le self et les inputs x. Deux points. Donc maintenant on va commencer donc ça va retourner quoi? Comme toujours. Ah pardon, j'ai oublié de définir notre fonction non linéaire qui est le ReLU. Donc ça sera self dot ReLU. Donc est égal à quoi? Anan dot. Donc ça sera ReLU. Voilà, on ouvre les parenthèses. Maintenant, donc, la question qui se pose, c'est comment on va intégrer cette non-linéarité dans ces layers. Donc, comme on l'a déjà dit ou bien vu dans précédemment dans cette présentation, on a dit que voilà, ça c'est notre fonction linéaire et ça c'est notre fonction d'activation. Donc, la fonction d'activation, dans notre cas, ça sera le ReLU. Elle va prendre comme input le réseau linéaire Z, comme on peut le voir ici. Donc, comment on va traduire cette écriture en code? Ben, on va écrire que, donc elle va retourner donc le layer 3, pardon, donc c'est self.layer 3 qui va prendre comme input quoi? Ben, il va prendre le ReLU du layer 2. Donc ça veut dire f2z, qu'on vient de voir, de f2z. Donc ça sera self.ReLU de layer 2. Et layer 2 va prendre comme input le ReLU du layer 1. Donc, ça sera aussi self.ReLU. On va ouvrir self.layer 1. Et finalement, donc, layer 1 va prendre comme input nos datasets ou bien nos coordonnées x, y des cercles. Contrôle entrée, voilà, ça c'est notre classe qu'on vient de définir. On a intégré cette fois-ci des non-linéarités de type ReLU qui sont des fonctions d'activation. Et cette fois-ci, on va définir notre modèle. Donc, modèle, cette fois-ci, on l'a appelé 0,1 qui sera égal à circle model v2. Contrôle entrée. On dirait bien qu'on a une erreur. Donc ici, linear got inexplicit in features. On dirait bien que là voilà. Donc ici, j'ai oublié le A. Contrôle entrée. Et voilà le travail. Donc on va encore se vérifier que notre modèle s'est bien exécuté en voyant le dictionnaire de ces paramètres dect. Contrôle entrée. Donc effectivement, voilà, on peut clairement voir que notre modèle s'est bien initialisé correctement. Maintenant, on va l'entraîner, ce modèle, pour voir la différence, ou bien combien de fiabilité il va assurer cette fois-ci. Donc on va définir la boucle d'entraînement. Avant ça, on doit définir les fonctions de perte. Donc loss function est égal à quoi? Donc c'est égal à anan, comme toujours, de BCE, donc Binary Classification with Logits. On a déjà parlé à propos de ça, logits, loss, voilà, et les parenthèses. Et pour l'optimizer, donc ça sera égal à, comme toujours, torch.optim.stochastic gradient descent. On ouvre les paramètres. Donc pour les paramètres du modèle, ben, on va prendre modèle 01 dot parameters, voilà. On ouvre les parenthèses. Et pour le learning rate, donc on a déjà expliqué c'est quoi le learning rate, ça va être 0,1. Contrôle entrée, voilà, tout est réglo. Maintenant, on va commencer par la boucle d'entraînement. Donc on a quoi? On va commencer par torch.manualSeed, comme toujours, ben, pour torch.manualSeed, donc ça sera 43. Donc comme toujours, torch.manualSeed, c'est pour fixer les random. Même chose pour torch.coda.manualSeed, c'est toujours pour fixer nos paramètres. Le nombre d'époques, voilà, donc on va commencer époques. Donc comme on a déjà dit, le nombre d'époques, c'est le nombre de fois qu'on passe à travers tout notre dataset. Et on va commencer la boucle d'entraînement. For epoch in range of epochs. Donc,
on ouvre les deux points. Donc, la première des choses, comme toujours, on pose, bien on active notre modèle sur le mode d'entraînement, donc model.train. Après ça, on a quoi? Donc, on va générer les Y logits qui sont directement les outputs bruts de notre modèle. Donc, ça sera modèle 0, xtrain, xtrain. On ajoute le squeeze pour qu'il devienne, parce qu'il est déjà un vecteur collant, donc il va devenir un vecteur. Et nous avons besoin d'un vecteur ligne pour pouvoir utiliser la fonction de perte. Donc ça, c'est pour les Y predicts. Donc maintenant, on va les traduire en probabilité. Donc pourquoi? Bah, tout simplement pour pouvoir les utiliser dans notre fonction d'accuracy ou bien de fiabilité qu'on a créée précédemment. Donc ça sera torch.round. On ouvre les parenthèses. Donc ça sera maintenant torch. Donc torch.round qui va prendre torch.seamoid qui va prendre les Y bruts. Y logits. Voilà, c'est ça. Donc, normalement, tout est réglé pour l'instant. Donc, ici, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de transformer les Y prédictions en 0, 1 ou bien des étiquettes pour pouvoir les comparer après dans notre fonction d'accuracy qu'on a créée précédemment. Après ça, on va faire quoi? Donc, on va définir le loss qui va utiliser, ou bien calculer le loss en utilisant la fonction de perte. On ouvre les parenthèses, donc on ne fait pas l'erreur précédente. Cette fois-ci, on commence par les logits et Y-train. D'accord? Pour l'accuracy, ben, ça sera égal à accuracy function. On ouvre les parenthèses et c'est égal à Y-true. Donc, on va juste commencer par nos Y. Donc, ça sera Y predict et Y-train. Donc ça, c'est pour mesurer la fiabilité. Cette fonction, c'est nous que nous l'avons créée précédemment. Donc, qu'est-ce qu'on a après? Donc, pardon, je vais juste revoir son nom. Je crois que c'est AWC. Donc, où est notre accuracy function? Entraîner. Voilà, c'est accuracy function. Donc, normalement, tout est réglé pour l'instant. Entraînement d'un modèle, voilà. Voilà. Maintenant, on va continuer. Donc, on a fait la currency function. Maintenant, on va initialiser l'optimizer en utilisant optimizer.0grade. Et après ça, donc, quand on initialise l'optimizer, donc, pardon, je vérifie juste qu'il n'y a pas d'erreur. Ok, normalement, tout est juste. Donc, quand on initialise notre optimizer, ben, on va sauter la ligne et faire ou bien la propagation. Je ne sais pas comment ça se dit en anglais, en français, backward. Donc, ça, c'est juste pour calculer le gradient. Et après ça, donc, on va updater nos paramètres, ou bien mettre à jour nos paramètres qui sont les poids et les bias en utilisant optimizer.step et on ouvre les parenthèses. Maintenant, on passe à l'évolution. Donc, on va faire model.eval. On va ouvrir les parenthèses et on va commencer le testage en utilisant with torch.inference mode. Donc, on ouvre les parenthèses et les deux points. Donc, on va commencer avec le test logits, qui sont les prédictions brutes de notre modèle. Donc, modèle 0. On ouvre les parenthèses, qui va prendre quoi? Donc, il va prendre nos x2 tests cette fois-ci, et on va utiliser la fonction squeeze pour le rendre un vecteur ligne, pour pouvoir l'utiliser après dans la fonction de perte. Donc, test predict. Donc, ici, c'est juste pour mesurer l'accuracy, comme toujours. Torch.round. On ouvre les parenthèses, ça sera torch.semoid. On ouvre les parenthèses, donc test logits. Donc ici, on vient juste de les transformer en tickets qui sont 0 ou bien 1. Maintenant, on va calculer le loss en utilisant test loss qui est égal à loss function. On ouvre les parenthèses, donc on commence avec les logits et les y-tests après, qui sont les véritables. Et après ça, on a donc test accuracy, qui vont utiliser l'accuracy function, accuracy function. Donc, on ouvre les parenthèses. Cette fois-ci, on va écrire y test et y. Donc, y. Ici, on a y test et test predict. Voilà.
Donc, test predictions. Voilà. Après ça, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on a calculé la currency. Ben, maintenant, on va juste printer tout ça. Donc, comment ça? Ah, pardon, ici, c'est modèle 01. Voilà. Donc, on va printer tout ça. Ben, comment ça? En utilisant if époque est un nombre multiple de 100. Tout simplement parce que cette fois-ci, on a pris le nombre d'époques un peu grand. Un nombre pour lorsque les époques sont un multiple de 100, ben, on va printer nos data. Donc, on va printer l'époque qu'il est, donc, en utilisant donc, la variable époque. Après ça, on va avoir le loss terrain, qui est la variable loss, et l'accuracy terrain, qui est la variable accuracy, et le test terrain, pardon, c'est test loss, bien loss test, pour pas mélanger le truc. Donc, test, voilà. Donc, il va prendre la variable test loss, la voici, donc ça sera test loss. Et aussi, finalement, accuracy test, qui va prendre la variable, donc test accuracy. Voilà, contrôle entrée. Et voilà le travail. On peut clairement voir que notre modèle a fait de mieux en mieux des prédictions. Il a commencé par 53% de justesse et était arrivé jusqu'à 87,25% de fiabilité. Ça veut dire qu'il a plus de la moitié. Il a presque réussi toutes ses classifications. Encore mieux, on peut visualiser tout ça en utilisant directement plot prediction, pardon, donc c'est plot decision boundary, voilà, on ouvre les parenthèses et on va plotter tout ça en utilisant le modèle 01 qu'on vient d'entraîner, les x-train et les y-train. Donc normalement on devrait utiliser les figures, mais on n'a pas vraiment le temps vu que cette vidéo va prendre encore plus de temps. Si vous voulez faire joli, vous pouvez réécrire comme on a déjà fait précédemment. Et voilà le travail. Donc on peut clairement voir que cette fois-ci, il a réussi à classifier encore mieux nos datasets. Donc ceux-là sont les datasets en bleu. Donc ça, il les a entourés avec un cercle. Et ça, ce sont les datasets en rouge qui appartiennent au cercle rouge qui les a entourés. Donc d'une manière juste. Il y en a quelques datasets qui ont foiré ici, mais ici un peu, mais c'est pas vraiment aussi grave. On peut renforcer cette classification en faisant un autre entraînement une deuxième fois en utilisant le même code. Donc, contrôle entrée. Voilà, on peut clairement voir que cette fois-ci, là, c'est presque un 100% de justesse. Donc, pour les deux, donc cette fois-ci, on va voir un cercle un peu parfait. Contrôle entrée, donc voilà, on peut clairement voir que cette fois-ci, il a fait une classification presque parfaite c'est vraiment super et aussi joli. Et on est arrivé à la fin du cours d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton j'aime afin de m'encourager à vous faire encore plus de vidéos de ce genre. À très bientôt.